Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Quand on la connaît, quand on s'octroie le droit de la vivre plus souvent, alors elle devient régulière et c'est là qu'on tend vers un alignement avec nos besoins. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Athias, expert en neurosciences et en sciences cognitives appliquées. Guillaume vient me parler du fonctionnement de notre cerveau. Et oui, cela fait plus de 20 ans qu'il s'intéresse à ce qu'il se passe là-haut pour transmettre à un maximum de monde les informations utiles à sa compréhension. Dans cet épisode, on parle d'ocytocine, de dopamine, de conscience, de charge mentale, de plein potentiel, de raison, d'instinct, bref, d'une multitude de sujets pour aider à mieux comprendre notre cerveau et ses 35 000 décisions quotidiennes. Alors je vous souhaite à tous et à tous une très belle écoute. Allez, c'est parti. Salut Guillaume. Salut Théo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bah écoute, c'est un grand plaisir. Merci à toi en tout cas de m'avoir invité à partager ce moment avec vous. Ouais, ravi de te recevoir. Et bien pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Me présenter, qui suis-je ? Guillaume Athias. Moi j'ai un métier un petit peu particulier puisque je m'intéresse à ce qui se passe entre nos deux oreilles, les boyaux de la tête. Et donc comment fonctionne en fait notre cerveau ? Et donc le titre très pompeux, très ronflant, c'est expert en neurosciences et en sciences cognitives appliquées. Puisque pour le coup je ne fais pas de la recherche, mais j'essaye de comprendre les comptes rendus de recherche pour voir comment on peut en tirer des enseignements et les appliquer dans la vie de tous les jours, et plus spécifiquement dans comment est-ce qu'en tant qu'être humain on s'adapte aux environnements dans lesquels on évolue. Okay. Et c'est une véritable passion. Ouais, clairement. Et on va revenir sur tout ça pour bien expliquer justement tous ces termes-là, parce que tu l'as dit toi-même, c'est des termes qui font un peu lourd comme ça, mais on a envie de comprendre quand même ce qu'il y a derrière. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit ? Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petit ? Tout. Je crois que j'avais envie de faire à peu près tout ce qui est possible et imaginable. Ouais. Je voyais passer les éboueurs et je rêvais de pouvoir me balader, accroché à l'arrière d'un camion. Un peu tout en fait. J'ai toujours été un énorme curieux de la vie, explorer plein de choses. Donc, je pense que j'ai voulu faire à peu près tous les métiers du monde. Ouais. Et alors, t'en as choisi un pour le coup. À quel moment t'as cette curiosité, justement, à quel moment t'as voulu être curieux du cerveau ? Comment j'ai voulu être curieux du cerveau ? Je l'aime bien ma question, elle est belle. Elle est bien tournée. Parfois, je mets des heures à faire de belles questions et là, nickel. Non, la curiosité du cerveau, elle est venue un peu naturellement en fait. J'ai la chance en fait de pouvoir appréhender des environnements complexes assez facilement. Alors c'est une chance, mais en même temps, quand on est plus jeune, c'est pas forcément évident parce qu'on se pose 1000 questions que personne se pose. Ouais. Et quand j'étais lycéen, j'avais la chance d'être dans une structure bien particulière puisqu'on avait cours que le matin. Okay. Et donc en seconde, je terminais à midi ou plus tard à 14h, mais sinon je terminais souvent à midi. Et c'était juste ici à Bordeaux, là, juste à côté des facultés de psycho. Ouais. Et j'ai vite découvert. Alors, je vais avoir un problème en disant ça maintenant, parce que c'est à quoi se faire choper a posteriori, mais j'ai vite découvert qu'on pouvait aller se taper l'incruste dans les cours magistraux. Ouais. Et donc, dès le début de seconde, quelques mois à peine après la rentrée de seconde, j'étais en seconde le matin. Et j'allais me taper l'incruste en passager clandestin dans les amphis de psycho. Okay. Et je crois qu'un des tout premiers cours, ça a été un cours de sciences cognitives sur lequel je suis tombé. Cours de 3e année, et en fait, ça m'a passionné. Mais quand je fasciné, c'est-à-dire du coup, ça me permettait de comprendre un peu pourquoi et comment on peut fonctionner tous différemment, un peu les uns des autres. Et j'ai fait ce que je savais faire, c'est-à-dire que tu me donnes des données complexes et j'en fais une logique systémique. Donc je fais des modélisations, des schémas, etc. Et puis voilà, c'est parti comme ça. J'ai commencé à faire ça sur ce premier cours. Et j'ai fait des premiers petits modèles. Et puis je suis venu nourrir cours après cours. Et puis après, j'ai vu que je pouvais me taper l'incruste dans des cours, par exemple, comme l'anthropo, l'ethno, la socio, les sciences comportementales au sens large, je vais y arriver. Et à un moment donné, je me suis aperçu que chacun bossait en silo.
C'est-à-dire que tu avais vraiment des modèles propres aux sciences cognitives, d'autres vraiment propres à des sciences comportementales ou autres. Et je me suis dit, mais non, enfin, c'est dommage. Parce qu'en fait, ils se complètent. Donc j'ai commencé à faire des modélisations transversales. En combinant les trucs ensemble. Et puis au bout d'un moment, d'ailleurs, je passais un peu plus de temps à bosser mes modèles en passage clandestin que mes cours, d'ailleurs. Puis j'étais un peu rebelle, je l'avoue. Et puis en fait, j'ai fini par me faire choper. Alors, là, les gens ne peuvent pas le voir, mais je suis chauve. Donc je suis rasé. Mais à l'époque, j'avais les cheveux aux épaules, une barbe prépubère. Et puis en fait, il y a un prof qui tournait autour d'un concept. Ça faisait plusieurs cours d'ailleurs que ça tournait autour. Et clairement, le modèle que j'avais modélisé montrait bien qu'il y avait un vide là. Et ça faisait, je sais pas combien de cours où on tournait autour et personne l'abordait. Et au bout d'un moment, un peu plus rebelle que je peux l'être aujourd'hui, ou en tout cas un peu plus impulsif, on va dire, j'ai fini par l'ouvrir. Ouais, mais quand t'as un gamin de seconde, ou je suis en seconde, ouais, j'étais encore en seconde à ce moment-là, qui essaye de se faire passer pour un mec de licence, ça marche pas. Ça marche pas. Et donc il allait me foutre dehors à coups de pied aux fesses. Et puis quand même... il me dit, mais attendez, comment ça se fait que vous avez abordé cette notion-là ? On l'a jamais vue. C'est bien ce que je vous reproche. C'est bien ça le problème. Mais ouais, mais c'est pas... Enfin, comment vous avez fait pour le voir ? Et puis je lui ai montré, en fait, mes feuilles. Et au lieu qu'il me foute dehors, il m'a dit, attendez, restez, vous asseyez là, je veux plus vous entendre, puis on va aller prendre un café après. Et ça a démarré comme ça, en fait. Et donc il a commencé à regarder, il a trouvé ça intéressant. Et il a commencé à m'abreuver de bouquins, d'études, de recherches, etc. Puis il m'a présenté après d'autres personnes qui me nourrissaient, eux, dans leur domaine, ou en fonction des points sur lesquels je bloquais. Puis voilà, ça a démarré comme ça, donc au départ dans les sciences cognitives. C'est chouette, c'est beau. Ouais, c'était chouette, en fait, c'était une belle exploration. Qui au final c'est ça. T'accompagne au début. Ça, c'était super chouette. Et puis au bout d'un moment, en sciences cognitives, quand même, en sciences cognitives, on s'intéresse à la façon dont le cerveau traite les flux d'informations. Mais on arrivait quand même à des limites, il y avait plein de blocages. Et au bout d'un moment, j'ai fini par comprendre que si je voulais comprendre ces traitements-là, il fallait que je comprenne les structures qui supportent les flux. Donc, pas m'intéresser seulement aux flux, mais vraiment aux structures. Et ça, pas de bol. Il fallait passer côté plutôt, cette fois-ci, médecine. Donc, tout ce qui est neuroanatomie fonctionnelle, etc. Et il se trouve que ça va mieux maintenant, mais je te parle de ça il y a quand même 20 ans. Et il y a 20 ans, les domaines des sciences cognitives et les domaines de la médecine... Ils se parlaient pas trop, quoi. Deux écoles. Deux écoles, un peu une guerre de tranchées. Je caricature un peu exprès, mais certains considéraient que... Enfin, côté médecine, ils avaient tendance à considérer que les sciences cognitives, c'était pas vraiment de la science. Et côté sciences cognitives, côté médecine, un peu débouché. Je caricature. Hein. Et heureusement, d'ailleurs, aujourd'hui, ça s'est quand même bien apaisé. Mais donc, deux domaines... compliqué. Par contre, les protocoles de recherche n'ont rien à voir, les nomenclatures n'ont rien à voir, les segmentations n'ont rien à voir. Donc, il a fallu que je recommence, en fait. Pareil, on m'a présenté des bonhommes, donc complètement hors parcours. Et puis j'avais pas encore passé mon bac, moi. C'est ce que j'allais dire à un moment donné. Donc, c'était pas possible. Et puis, ils ont présenté. Donc, après, je suis allé targeter vraiment ce dont j'avais besoin pour comprendre. Et puis après, mon but du jeu, ça a été de ramener ces deux grands domaines de sciences, qui sont deux domaines passionnants, et de pouvoir les combiner entre eux. C'est-à-dire essayer d'avoir un modèle de compréhension sur l'adaptation de l'individu à son environnement, en rassemblant à la fois le traitement des flux, donc les sciences cognitives, et les structures qui supportent les flux. Et qui sont également à l'origine de l'impulsion des flux. Et ça m'a pris vraiment du temps, parce que c'est vraiment des domaines très différents. Et puis en fait, quand on a enfin réussi à réunir ces deux aspects, ça a donné le premier modèle de BMO. Donc, BMO, c'est Brain Modus Operandi. Et puis voilà, puis c'est parti, ça a démarré comme ça, c'est devenu une passion. Yes. Mais alors, et comment dire, je fais le geste, mais j'ai pas le terme, merde. Combinaison. Cette combinaison, merci, j'allais dire engrenage, mais c'était pas cette combinaison des deux, ça n'avait pas encore été fait. Est-ce que ça existait ailleurs ou est-ce que c'était fait différemment ou Ouais, il y a pas mal. C'est plein de petites briques en fait. C'est plein de petites briques et. Pourquoi c'est toi qui les as connectés ? Enfin, c'est pas au-delà de ça, mais pourquoi ça n'avait pas été fait avant ? Ou est-ce qu'il y en a qui ont tenté, qui sont pas allés au bout Non, c'est que c'est vraiment en fait des domaines de recherche. Enfin après, si tu veux, c'est vraiment des domaines de recherche très pointus. Et donc ceux qui font vraiment de la recherche, c'est-à-dire dans le sens chercher un mécanisme de compréhension, c'est des études super longues. C'est un boulot très 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 compliqué. Donc ça nécessite une spécialisation des individus dans leur branche. Alors moi, du coup, en mode électron libre, finalement, ce qui est une difficulté pour
sélectionner les informations ou comprendre les informations au début est devenu une chance, une force qui m'a permis de pouvoir aller chercher cette grande transversalité et surtout interdisciplinaire au sein d'une branche comme les sciences cognitives et interdisciplinaire au sein de la branche médicale médecine. Et puis après la passerelle entre les deux. Donc finalement c'est ce côté qui est assez déstabilisant au début parce que je te laisse imaginer un peu la tronche de mes parents. Tu fais quoi? Tu fais quoi de tes après-midi là en fait? Et puis on a une éducation, on a une culture où quand tu te rends dans une branche, tu viens te spécialiser dans ta branche. Alors moi je faisais exactement l'inverse. Surtout que je me spécialise pas, que j'arrive à un niveau qui me permette d'appréhender sans galvauder l'information, mais sans non plus avoir besoin de rentrer dans un protocole de recherche. Et donc ça me laissait un champ libre. Et donc du coup effectivement ça nous a donné quelque chose qui n'était pas autant abordé, pas autant abouti. Parce que là vraiment on réunissait tous les chaînons qu'il pouvait y avoir entre le moment perceptif, en tant qu'organisme vivant dans un environnement, on perçoit des informations de notre environnement, et puis le moment de réponse adaptative, qui peut être comportementale, physiologique, cognitive dans la construction de la pensée, de la représentation, etc. Donc, on avait vraiment là pour le coup une vision globale. Et puis l'objectif aussi, c'était... au départ, c'était pas très très clair dans ma démarche, ça s'est affiné après avec le temps, mais mon objectif, c'était de rendre ça accessible au grand public. Quand on vient te parler de termes comme, j'en sais rien, l'axe hypothalamo-hypophyso surrénalien, alors c'est bien, quand tu le connais au Scrabble, t'éclates tout le monde. Et à l'apéro, tu te la pètes. Mais en fait, tous ces termes-là, si on explique, c'est pas compliqué. Et c'était de rendre ces informations accessibles au grand public. Ça, c'était vraiment l'objectif. Ultime entre guillemets. Ouais, trop chouette. Et alors moi j'ai quand même envie de comprendre qu'est-ce qui fait que toi en seconde, l'après-midi tu vas pas te balader et faire des conneries comme, comme plein de lycéens peuvent faire ou pas, je sais pas, ou aller jouer, que sais-je. Qu'est-ce qui fait que tu traverses la route quasiment et tu vas à la fac quoi au final? Est-ce que j'ai dit que j'allais pas faire de conneries l'après-midi? Ouais, c'est ça. Ok, je retire cette partie, mais qu'est-ce qui fait en tout cas que tu es allé sur les bancs de la fac aussitôt, tu vois, qu'est-ce que... en fait, au départ, clairement, c'est la curiosité qui anime. C'est vraiment de comprendre finalement pourquoi est-ce que je me pose des questions. C'était très égocentré au départ. C'est pourquoi est-ce que je me pose des questions que personne ne se pose. Pourquoi quand tu arrives dans un groupe, tu poses une question ou tu veux impulser un truc et puis la réaction du groupe, sympathique au demeurant, mais pour te dire, ou qui vont se tourner vers quelqu'un en disant laisse tomber, c'est Guillaume. Donc tu vois, il y a sans être exclu socialement, mais il y a plein de trucs qui font que tu n'as pas l'impression de fonctionner comme tes potes ou comme tes... et donc du coup, tu t'aperçois, ça pose un regard un peu sur chacun. Et puis après, j'ai commencé à me poser des questions à la Guillaume, du type finalement, face à un environnement, déjà pourquoi est-ce que tout le monde va rapporter cet environnement différemment, en témoigner différemment? Pourquoi est-ce que chacun ne va pas développer la même stratégie, c'est-à-dire soit l'envie de s'engager dans quelque chose, ou alors dans l'aversivité? Pourquoi certains, face à une situation, vont rentrer en colère et dans de l'agressivité? D'autres vont être capables, au contraire, de temporiser les choses. D'autres vont subir également l'événement, mais par une stratégie plutôt de repli. Donc ça voulait dire que même si effectivement on a tous un cerveau, avec des GE, c'est tout le bazar, en fait, il peut être structuré différemment. Et voilà. Et ça, donc c'était vraiment une curiosité au départ. Après, au tout début, j'étais pas dans les amphis exactement tous les après-midi. Pile poil à l'heure. Voilà, non. J'y étais beaucoup, c'est certain. Après, il y a une phase... Enfin, j'avais pas du tout idée que je ferais ce parcours, en fait. Et donc, du coup, j'y allais surtout par curiosité au début. Et puis après, par contre, ça s'est accéléré. Ok, justement, tu peux nous parler de cette accélération. Donc, c'est-à-dire, tu passes ton bac déjà, peut-être, malgré tout, ça n'a pas été gagné du tout, d'ailleurs, parce que comme j'étais plus concentré sur la passion que le bac. Je cache pas qu'il a fallu que je le refasse. Puis en plus, j'étais un peu en mode rebelle, c'est-à-dire que si en cours on me foutait la paix, j'avais les meilleures notes. Si par contre un prof essayait de m'imposer un système, je prenais un malin plaisir à pas dépasser les deux, même si j'avais les réponses. Donc c'est assez subversif quand même. Une petite pensée pour mes profs. On salue, on les salue. C'est ça. J'ai jamais été irrespectueux, mais peut-être pas forcément le plus simple à gérer. Et donc malgré tout, j'ai quand même réussi à passer mon bac, mais en même temps, je crois que j'ai commencé avec une conf
ici à Bordeaux, Mhm. où j'avais réuni dans la même salle d'ailleurs des personnes de sciences cognitives et des personnes côté médecine. Et ça s'est pas forcément très très bien passé. Ah ouais. Ça a été vraiment, on parle de ça il y a plus de 20 ans. Hein. Ouais. Et c'était compliqué la communication entre eux, donc ça a été un peu un fiasco. Il a fallu que je sorte les rames Mhm. pour pouvoir revenir derrière. Et puis en même temps, c'était qui ce merdeux de 19 piges qui se permet de Ouais. venir triturer nos modèles. D'ailleurs, vous avez quoi comme. Qu'est-ce que vous avez comme doctorat? Qu'est-ce que vous avez suivi quoi comme filière? Vous appartenez à quelle école? Tu vois, c'était encore très 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 académique. Ouais. D'ailleurs, ça peut dans certaines branches l'être encore un Ouais. peu. Mais encore une fois de plus, les mentalités évoluent. Mhm. Et c'était de faire comprendre que non, je suis pas chercheur. C'est ça, c'est votre boulot à vous. Ouais. Je touche pas à la pathologie clinique non plus. Ouais. La santé, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc non, moi je joue pas. Mhm. C'est pas mon domaine, c'est pas mon Ouais. métier à moi. En fait, j'ai un peu créé une sorte un peu de métier qui est Mhm. d'être un pont, un relais en fait entre la complexité de ces sciences et toute la beauté de ces sciences et le grand public dans les applications. Mhm. Et ça, c'était mon métier. Et ça, au départ, quand tu as 19 ans et que tu arrives dans une salle, de toute façon, tu es plus qu'impressionné. Tu as un peu les trémolos dans la voix, tu veux, quand Ouais, tu commences à prendre un peu la normal. parole, les jambes Ouais. qui partent un peu en cacahuète, et en même Ouais. temps, faut prendre l'aplomb, si tu veux. Ouais. Voilà, donc ça s'est fait un peu comme ça. Et finalement, les premiers à m'avoir fait confiance, c'est la DGA, Délégation Ouais. Générale pour leur moment, ici à la Traîne, Mhm. qui m'ont demandé des applications bien spécifiques. Mhm. Et puis en fait, ça cartonnait. Ok. Et puis ça m'a appris aussi à me poser. Mhm. Parce que pareil, là, je devais avoir quoi, 20 ans quelque chose comme ça, je devais avoir Ok. dans les 20 ans. Et tu as une promo en fait de militaires de carrière qui ont ton âge en carrière. C'est entre 15 et 20. Et pareil, encore une fois de plus, je crois que j'avais coupé les cheveux cette fois-ci. Ok. Mais qui ont un merdeux de 20 ans qui se pose. Et là, surtout, tu te dis, non, je ne suis pas là pour apprendre la vie. C'est pas l'idée. C'est ça. Et puis voilà, apprendre une certaine humilité aussi de ne pas Bah arriver ouais. en grand sachant, qui Mhm. n'a aucun intérêt. Mhm. Voilà, et puis Ouais. c'était parti. Ok. Et donc quand tu arrives à la DGA pour le coup, et après c'est ce que tu vas faire dans Voilà. d'autres secteurs, dans d'autres domaines, ton idée c'est toujours celle-ci de faire comprendre comment ça fonctionne et comment on peut l'utiliser à bon escient. Enfin, qu'est-ce que là aussi tu te dis, parce que tu viens partager, mais c'est pas juste pour transmettre de l'information puis on n'en fait rien, quoi, j'imagine. Non, c'est ça. En fait, ce qui est assez fascinant, c'est qu'une fois que tu comprends un petit peu comment fonctionne le cerveau humain et tout le corps qui va avec, hein, Mhm. tu comprends mieux certains mécanismes, tu te comprends mieux. Par exemple, tu as un carré de chocolat posé sur la table. En fin de journée, tu es fatigué. Puis là, ton cerveau va percevoir le carré de chocolat, tu vas du chocolat, non, c'est pas raisonnable. Ah, oui, mais non, oui, non. Et qu'est-ce que c'est que cet état de tension? Ouais. Et quand tu dis non, c'est pas raisonnable, tu dis non à qui? Ouais. À toi? Ouais. Tu te parles? Et quand tu parles à qui d'ailleurs? Tu vois? Et tu commences à mieux te comprendre. Et pourquoi dans certains cas, je vais craquer, je vais Mhm. je vais dire, merde. Merde, Et puis d'autres fois, tu vas te dire non, je suis sérieux. Ok. Mais donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Quels sont ces mécanismes? Tu vois, en se comprenant mieux, on comprend mieux pourquoi dans certaines conditions, on va agir d'une certaine façon et dans d'autres, on va agir d'une façon différente. Donc ça permet de poser déjà, à commencer un autre regard sur soi, une meilleure compréhension de soi, une plus grande indulgence sur soi, ce qui ne veut pas dire une acceptation d'un état, Ouais. mais moins culpabiliser, avoir plus de moyens d'action. Et en se comprenant mieux soi-même, on arrive aussi à mieux comprendre autrui et à améliorer les interactions avec autrui. Et puis avec notre environnement au sens large. Tu vois, par exemple, c'est des sujets de table ronde en ce moment assez récurrents, mais on parle d'écologie partout. Ouais. Tout le monde dit ouais, non, c'est important. Attends, bouge pas, je reprends mon 4x4 là parce que je le regarde. Il est mal garé. Ouais, non, on me disait quoi? Ouais, non, je te disais le. Et il n'y a pas de problème. Et je comprends cette dynamique, ok? Mais donc, qu'est-ce qui va faire qu'il va y avoir un écart entre mes considérations, mes convictions, ce en quoi je crois et ce que je fais? Ouais. Tu vois? Et donc, toute cette logique-là, je trouvais c'est fondamental et on le voyait déjà un peu dans les applications qu'on faisait court terme, à quel point ça avait un impact énorme, mais vraiment énorme sur la vie des gens. Et la réflexion que je me suis posée dans cette période-là, c'est à quel moment je peux réussir à toucher les gens, à pouvoir leur transmettre ça. Parce qu'au départ, assez naïvement, je me suis dit, bah voilà, c'est un sujet passionnant, les gens vont se dire c'est cool, donc je vais y consacrer tous mes week-ends. Non, ouais. En fait, non. C'est ça. En fait, c'est pas ce ça. qui s'est passé. Bah, tu comprends que quand t'es pas encore parent,
T'es pas encore forcément posé en couple, les week-ends, on essaie de constituer le couple, entre autres. Et donc, non, t'as pas la tête à ça. Quand t'es posé en famille, et puis après aussi avec des gamins, etc., ou que t'as des activités pro extrêmement prenantes, quand tu rentres le soir chez toi, non, t'as pas envie. Et puis le distanciel à l'époque, on n'avait pas, donc c'était en présentiel, donc no way. Donc finalement, à quel moment toucher les gens Et en fait, je me suis dit, où est-ce que les gens sont vraiment engagés et où est-ce qu'ils passent le plus de temps au boulot. Donc, du coup, les premières stratégies adaptatives sur lesquelles on a cogité, ça a été vraiment lié aux entreprises. Et surtout que quand tu comprends comment le cerveau humain s'adapte à ces environnements, tu comprends que ton cerveau, on va dire, symboliquement, crée des affectations de valeur. En fait, il va valoriser, entre guillemets, ce qui nous entoure. Et en fonction de ces valorisations, il va déclencher des comportements différents, d'adaptation différents. On avait enfin compris l'origine de ce qu'on appelle la valeur perçue. Or, qu'est-ce qu'on fait dans une entreprise ? Quand on vend quelque chose, on monétise de la perception de valeur. Donc, on avait enfin là l'origine du processus de création monétaire de la valeur financière de l'entreprise. Et donc là, on commençait à aborder, si tu veux, l'entreprise de façon différente. Et puis après, dans la valeur d'une chose, c'est pas juste sa valeur intrinsèque. Elle va être liée avec les interactions humaines qui sont autour. Donc, etc. Voilà, c'était parti, quoi. Donc ça s'est fait. Et donc voilà, c'est ce qui m'a amené d'abord à la DGA. Eux, ils ont été vraiment les premiers à me faire confiance là-dessus. Et puis après, je suis parti dans les entreprises privées. Et puis en appliquant ça, ça fait des petites success stories assez explosives, si tu veux, ce qui fait que les gens comprenaient toujours pas ce que je faisais. Mais j'ai rien compris de ce que tu as fait. Par contre, si tu pouvais le refaire chez moi, parce que voilà, t'imagines, là j'avais 21, 22 ans. Puis tu te pointes dans une boîte, bonjour, je suis expert en neurosciences, sciences cognitives. Qui se regardent, c'est bien, félicitations, mais on n'est pas malade. Qu'est-ce qu'on en fait, c'est ça, mais on n'est pas malade, monsieur. Oh punaise, ça va être long. Donc c'était des domaines il y a 20 ans dont on parlait pas, on en parlait que pour de la pathoclinique. Et l'application dans l'environnement, il n'y avait pas, ça arrivait plus tard. Donc ça s'est fait petit à petit, et, parce que j'ai vu au fur et à mesure, alors j'ai peut-être un petit peu vite, mais tu as quand même beaucoup voyagé et tu es allé un peu partout dans plein de pays, aussi pour comprendre, et moi j'ai une question, est-ce que notre cerveau français fonctionne pareil qu'un cerveau péruvien? Je sais pas pourquoi je prends le Pérou, mais je sais parce que non, j'allais dire américain, mais trop facile, quoi. Après, ça dépend. Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que la structure du cerveau est la même, singulièrement la même. Tu vas avoir des petites différences parce que le cerveau commence à se développer à 5 semaines de grossesse aménorrhée, donc dans le ventre maternel, et il finit la pleine possession de ses fonctions entre 23 et 25 ans à peu près. Donc le cerveau met quasiment 25 ans à vraiment se développer pour pouvoir se spécialiser à l'environnement dans lequel tu évolues. Donc on va dire que si on prend schématiquement, j'aime pas trop faire ce rapprochement, mais il est pratique pour comprendre, tu prends un ordinateur, en admettant que l'unité centrale, tu vas retrouver quoi dedans ? Un processeur, une carte mère, une carte graphique, ça on va trouver ça partout. Après, par exemple, tu auras peut-être dans un pays un peu plus, une carte graphique un peu plus soutenue, parce que l'environnement nécessite qu'elle soit un peu plus puissante. Donc tu vas avoir des petites variations comme ça, structurelles, mais ça c'est relativement infime. Je suis pas sûr que sous IRMF, on arrive à faire vraiment la différence juste avec un IRMF de la structuration d'un cerveau. Imagerie par résonance magnétique, c'est ce qui nous permet de pouvoir observer un cerveau en live et surtout pour le découper en plein de tranches. Très bien. Pour pouvoir voir un peu comment c'est fait. Pardon. Tu as bien fait. Et donc on aurait du mal, je pense, à faire une différence là-dessus, vraiment. En revanche, dans les flux de cognition, oui. Pourquoi ? Parce que les informations que tu perçois de ton environnement vont être très différentes. En haut du Machu Picchu, tu ne perçois pas les mêmes infos, les mêmes types de stimulations qui vont être stockées en mémoire que ici à Bordeaux, sur, je sais pas moi, devant le Grand Théâtre par exemple, qui sont deux très beaux monuments dans les deux cas, il n'y a pas de problème, ou d'environnement. Mais donc tu ne vas pas stocker les mêmes informations en mémoire. Et en fait, quand tu t'adaptes à tes environnements, tu fais une projection, tu es à l'instant présent dans ce que tu fais, mais tu fais une projection future en fonction des éléments passés. Et donc, ce que tu as en mémoire va te permettre de construire ça. Donc, il y a des différences, tu vois, mais ils fonctionnent plus ou moins pareil. C'est juste les données. Donc, dans l'ordinateur, tu n'aurais pas les mêmes données qui seraient traitées. Tu n'aurais pas les mêmes logiciels, par exemple.
Ok, Voilà. ça marchait. Donc toi, le fait d'aller, parce que donc comme je disais, tu as voyagé dans plein de pays, tu as même pris ceux qui sont, il y en avait 164, 154, je sais plus, ceux qui sont dans, C'est ça, dans c'est la mince, protection des travaux. l'OMC ou je sais plus, non, Ouais, tu avais c'est choisi ça. des pays en fonction. Exactement. Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté d'aller justement peut-être comprendre sur place, alors expliquer aussi et transmettre, mais aussi peut-être comprendre sur place comment ça se passait, voilà, un peu partout dans le monde. Ouais, ça s'est fait un peu au gré des rencontres. Ouais. Parce que je suis pas parti avec mon petit baluchon en mode tiens, je vais aller dispenser Bonjour, la hello, vous connaissez la ce- bonne neuroparole. Tu vois, Le mec apprend toutes les langues pour dire neurosciences. tiens, on va faire une langue internationale là-dessus. Et, non, en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une autre stratégie parce que fallait aussi vivre, Bien sûr, accessoirement. accessoirement. Et puis je voulais pas que ça soit de la théorie. Je voulais que ça soit vraiment très pratique. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des fonctions externalisées dans des boîtes, Ouais. souvent en stratégie de développement commercial Mhm. ou en stratégie marketing, qui me permettaient d'être vraiment très pratico-pratique. Ouais. La vente, c'est fantastique, si tu veux, parce que au résultat, à la fin, hein, tu tires une ligne et Ouais. tu regardes, Ouais. ça marche ou ça marche pas. Exactement. Et donc, je en trouvais termes ça, de KPI, voilà. on est bon, quoi. C'est ça, et on peut pas plus terre à terre. Et j'avais Ouais. vraiment besoin de poser ce côté-là. Mm. Par contre, si la ligne elle est très terre à terre, il y a énormément de variables à prendre en considération et qui sont des variables majoritairement humaines, Ouais. donc fluctuantes, etc. Et donc, après, c'est un peu au gré des missions que je peux avoir dans les boîtes. Mhm. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir bosser effectivement en Amérique du Nord, notamment aussi avec le Canada, Ouais. à bosser au départ aussi avec l'Angleterre, l'Espagne, un peu en Italie, en Belgique, et puis après avec la Russie, avec des pays du Moyen-Orient, puis aussi aller en Asie, enfin. Et j'avais besoin de vérifier, et là c'était intéressant parce que les logiques de fonctionnement de ton ordinateur fonctionnent exactement de la même manière, mais par contre les variables qui sont dedans sont différentes. Mhm. Et là tu t'aperçois que ta modélisation initiale, elle résiste bien en fait. Elle Ok. résiste même très très bien. Ok. C'est juste à toi de faire un effort d'exploration pour comprendre quelles sont les nouvelles variables, Ouais. mais la mécanique de fond est toujours la même. Ok. Et puis tu fais des rencontres fantastiques. J'imagine. Et est-ce que, justement, tu parlais tout à l'heure quand tu étais au lycée, donc j'imagine après, pour se renseigner sur tout ça, c'est quoi? C'est des pages et des pages de lecture, c'est des personnes qui viennent t'expliquer ça, enfin, comment aussi tu as appris? C'est vachement complexe en fait. J'imagine. En fait, les premières lectures, tu comprends rien, Ouais, pour être clair. Donc tu fais des lectures qui te permettent de comprendre les lectures. les lectures initiales où tu n'avais rien compris. Après, quand j'ai été chapeauté, là, les bonhommes, par exemple, quand tu veux faire de la neuroanatomie fonctionnelle et que tu fais de la conductivité électronégative, tu dis oui, mais là, il faut que tu comprennes. Ouais. Donc voilà. Et donc finalement, on me filait petit à petit toutes les infos nécessaires pour que je puisse comprendre spécifiquement ces aspects-là. Ok. Donc là, c'est clairement parce que mon point de départ, c'est parce que j'étais encadré et Mhm. qu'on pouvait me filer les références. Mhm. Ensuite, parce qu'après tout évolue, donc on suit ces évolutions-là. Après, tu as quand même accès à plus de bases de recherche aujourd'hui. Merci Internet. Ouais. Ça m'a quand même bien servi. Après, c'est aussi je sais pas, je dois avoir 150, 200 thèses en base de données Mhm. qu'on vient éplucher pour essayer de comprendre, voir aussi un peu comment les choses évoluent. Elles sont normalement très bien documentées, donc ça te redonne les références Ouais. aux recherches, certaines plus facilement accessibles que d'autres. Donc quand tu as vraiment des recherches qui te plaisent bien, à force, tu connais aussi un peu les chercheurs ou ceux qui ont travaillé avec eux pour pouvoir échanger, prendre un moment d'échange, essayer de comprendre aussi un petit peu. Puis des fois, tu peux aussi un peu avoir des écarts entre les publications et la finalité, parce que dans une publication, tu es quand même obligé de simplifier certains aspects. Ouais. Donc voilà, ça se fait. C'est encore de la rencontre humaine, en fait. C'est Ok. vraiment... Ouais, chouette. donc, Trop cool. mais il faut aimer lire, je te confirme. Oui, j'imagine. C'est pour ça que je me dis, ça arrive pas comme ça d'un coup. Tu peux nous parler de BMO un petit peu? Tu en as parlé tout à l'heure, Brain Modus Operandi. Brain Modus Operandi. Ouais, ça se dit comme ça va? Ouais, c'est ça. Tu l'as créé il y a un petit peu plus de 10 ans? Ouais. Ouais, est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que tu l'as mentionné au tout début. Mhm. Mais peut-être développer un petit peu plus. Alors, BMO, Brain Modus Operandi, en fait, c'était à la base le nom du modèle. Ok. Et
fait, j'aime bien ce nom, je trouve qu'il se démode pas. Ça veut dire que t'as très bien choisi ton nom, alors. Ouais, c'est ça, parce que en fait, le nom du modèle, il a 20 ans. Ouais. Et Et, quand t'en as pas marre, c'est que c'est bon, c'est Ouais, bien. c'est ça. Et déjà, la construction du nom, je voulais que le modèle soit compréhensible international. Mhm. Donc, brain, cerveau, c'était facile. Mhm. Et puis, je voulais montrer quand même que c'était un socle solide, c'était pas un truc fantaisiste. Mhm. Et le modus operandi, c'est vraiment sur la forme latine du mode opératoire. Et ça a donné son nom comme ça. Un soir, tu dis tiens, oh ouais, tiens, tadam, depuis 20 ans. Et puis en fait, pendant très longtemps, ça restait un modèle. Ça restait un modèle que j'utilisais. Et puis comme je te disais, après j'avais créé des microstructures, soit pour être sur des départements externalisés sur des missions courtes, soit je me suis fait salarier, pareil, sur des missions assez rapides. Mais donc je ne véhiculais pas le nom, en fait. Il était marqué un peu dans mes slides. Ouais. Je crois qu'il y a eu 20 versions du logo Ouais. dans le design. Là, j'aime bien retrouver la trace avec le temps. Pas mal. Ouais. Et, mais ça restait juste le nom d'un modèle. Et puis en fait, ce modèle, il cartonnait même vraiment. On avait des résultats qui étaient assez exceptionnels. Et puis pendant 12 ans, je m'en suis servi. Je m'en suis servi pour le tester, pour l'expérimenter. Et puis les neurosciences et sciences cognitives ont fait des bonds de géants au cours de ces 20 dernières années, donc il fallait aussi le faire évoluer. Et puis, par contre, BMO en tant que structure, c'est vraiment posé quand je me suis posé en fait, quand je suis devenu papa. Et à ce moment-là, je passais pas loin de 200 jours par an à vadrouille à droite, à gauche. Et là, tu t'es dit non, stop, non, ça c'est pas possible. Les premières personnes que j'ai envie quand même d'accompagner sur Terre, c'est mes filles. Et puis d'être présent avec ma chère et tendre. Donc là, il fallait revoir complètement la logique. Et je me suis dit, en fait, ces travaux, je me suis éclaté, j'ai fait des trucs fantastiques grâce à ça. Et puis voir des résultats aussi fantastiques chez les gens. Ouais. Donc je me suis dit, maintenant, ce qui est important, c'est que ne plus être dans l'usage de ce modèle, mais dans la transmission de ce modèle. D'où le fait que j'ai protégé dans les 164 pays signataires de l'OMC, c'est ça que tu faisais référence. Exactement. Donc les travaux sont protégés. Et en protégeant les travaux, ça permet de transmettre. Et donc je suis passé d'une logique d'usage, de développement, à une logique de développement et de transmission. Parce qu'on est obligé de le garder à jour. On refait une mise à jour du modèle quasiment tous les 6 mois pour venir, en fonction des nouvelles découvertes, des avancées, etc. Eh bien, on vient ajuster, corriger, comprendre petit à petit. Et puis voilà, je suis entré dans une logique de transmission il y a 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça, j'arrive plus, ça passe vite, ça passe très très vite même. Ouais, c'est ça, il y a 8 ans, bientôt 8 ans. Et puis ça a parlé aux gens en fait, ça leur a vraiment même beaucoup parlé. Et ils sont devenus eux-mêmes en fait des ambassadeurs de ça. Pendant longtemps, j'ai été le seul à transmettre parce que c'est long en fait pour pouvoir devenir. Alors chez nous, on a une initiation qui est finalement une découverte un petit peu de ces mécanismes-là, accessible vraiment au grand public. Puis après, on rentre vraiment dans une logique de formation avec un parcours plus long, praticien de niveau 1, praticien de niveau 2. Alors, en termes de praticien, c'est que je voulais pas former des sachants, je voulais former des gens qui sont capables de mettre en pratique de façon concrète ce qu'on a vu. Et puis après, il y a maître praticien. Alors maître, l'impression que ça fait des galons sur les épaules, version un peu on se la pète. Non, en fait, c'est pour amener aussi à l'humilité, parce que maître, c'est dans la notion de maîtrise. En praticien, on étudie le mouvement, la stratégie adaptative. C'est un mouvement d'ailleurs. Et maître praticien, c'est pour se rappeler qu'on essaye de maîtriser notre propre mise en mouvement. C'est pas être maître du monde, ça c'était surfait d'ailleurs. On s'est dit déjà, si on arrivait à être un peu plus maître de soi-même, ce serait pas mal. Donc du coup, il y a maître praticien, et puis ensuite il y a maître praticien formateur. C'est les formateurs, toute l'équipe aujourd'hui de BMO qui transmet, ont suivi tout ce parcours-là. Et il faut compter au bas mot entre 2 et 3 ans minimum. Donc le temps que l'équipe arrive, et aujourd'hui on a une équipe fantastique. On a formé un peu plus parce que c'est une communauté d'apprenants, parce que même quand tu sors de formation, ce qui est important, ils ont tout un univers post-formation dans lequel ils peuvent continuer à s'entraîner. Et puis ils peuvent revenir gratuitement quand ils veulent en formation. On est vraiment dans cette logique de transmission et d'accompagnement, si tu veux, à la mise en pratique. Donc finalement, on se connaît, on se croise tout le temps en fait. Et ça a fini par créer une communauté d'apprenants. Et de BMO. 3000 personnes, c'est ça. Je sais plus, on est à 3200, 3300, je sais plus. Ok, chouette. Et c'est chouette, bravo. C'est une super rencontre humaine. Carrément. Plein d'aventures humaines. Et même pour toi, c'est génial de dire que ce que tu as créé, au final, t'as même plus besoin d'être là. Et il y en a d'autres qui le transmettent, quoi, aussi. C'est ça. C'est ça. Enfin, après, c'est pas ne plus besoin d'être là, c'est être là tous ensemble. C'est, pour moi, c'est fondamental de rester totalement dans l'engagement de ce qu'on fait, même s'ils se débrouillent super bien, clairement. Mais c'est vraiment de rester dans l'engagement tous ensemble pour pas perdre pied avec
les environnements dans lesquels on s'adapte. Ouais. Parce que sinon, tu aurais vite fait de te mettre dans une tour. Là. Puis toi, t'es bien. Ouais. C'est la surcharge mentale. Mais qu'est-ce donc cette chose? De quoi parlez-vous? De quoi me parlez-vous? Donc non, il faut au contraire. Et puis on continue. Et puis on a encore plein d'autres projets. Ouais. On a plein de sociétés filles qui sont en développement, qui nous sont des domaines d'applications bien spécifiques, comme la gestion des ressources physiologiques avec BMO Smart Life qui va sortir, avec le maintien mnésique. Parce que par exemple, on apprend. Donc ça, pas de problème, pendant 20 ans, on a appris plein de choses. Mais on ne nous a pas appris à maintenir la connaissance. Et tu prends la cour des Ding Boss, ça fait 130 ans qu'on sait que parce que ce que tu apprends s'évapore très vite. Et puis mais maintenant, en comprenant finalement comment fonctionnent les mémoires et qu'est-ce que c'est qu'une empreinte mnésique, eh ben, on est capable de pouvoir intervenir sur l'oubli. L'oubli qui est un processus hyper important. Mais quand tu as consacré quelques milliers d'euros à acquérir de la connaissance, et puis un temps fou, et puis un effort, etc., que tu 90% d'évaporation au bout d'un mois, si tu veux. Alors, oublier où est-ce que j'étais ce matin quand j'ai mis mes chaussures, pas de problème. Ouais. Par contre, que ça s'évapore, ça gonfle. Donc, on a passé 5 ans à développer un protocole et qui cartonne. Et donc là, maintenant... On le partage avec plein de gens. Et donc, tout ça, ça paraît pas, mais c'est du boulot. Ah bah oui, non, bah, quand même. Faut porter tous ces projets. Et puis c'est des projets qui connaissent une super rencontre avec les gens. Donc, les gens eux-mêmes en parlent. Donc, ça accélère un peu malgré nous. Ouais. Et donc voilà, il y a encore plein d'autres choses à vivre. Tu parlais tout à l'heure alors c'est peut-être pas le terme que tu as employé, mais de moments marquants, en tout cas dans ce que tu as pu faire et dans ce que tu as pu transmettre. Est-ce que ouais, toi, tu as vu des switches qui se sont opérés, soit tout de suite, soit... Parce que parfois, effectivement, quand il y a des conférences, quelles qu'elles soient, ça vient impacter les gens. Est-ce que toi, tu as vu concrètement des choses qui se sont passées Il y en a eu des tonnes, mais vraiment des tonnes. À plusieurs niveaux, en fait. Déjà, rien qu'avec l'initiation, quand l'initiation, elle dure 2 heures, et pour faire simple, en 2 heures, on comprend qu'on ne vit pas dans le monde réel, on n'est pas à l'origine de nos décisions, on est totalement irrationnel et on est tous des drogués. Allez, bonne journée, à bientôt, ciao, bye. Pour faire simple, pour schématiser un peu. Donc, d'accord. Mais c'est caricaturé, histoire d'être un peu plus impactant, mais c'est pas faux dans le fond, si tu veux. Et quand tu comprends ces mécanismes-là, alors après, ça veut pas dire qu'on est tous foutus, loin de là, au contraire. En comprenant ça, du coup, on voit où sont nos leviers, où est notre opérabilité, et où est notre force en tant qu'humain. Donc déjà, il y a des grosses prises de conscience. J'adore quand les gens sortent d'initiation et tu les vois qui te regardent, soit en visio aujourd'hui ou en présentiel encore de temps en temps. Ils te regardent avec les yeux dans le vide, tu vois. Où tu sens qu'ils sont en train de faire les liens. T'as une lueur qui commence à briller dans leurs yeux, là. Et ils commencent à faire... ok, je comprends mieux maintenant pourquoi, tu vois. Et ça, c'est magique. Ça, c'est fantastique. Et puis des fois, t'as des personnes qui te touchent vraiment, tu vois. À 3 pas d'ici, là, on a Cap Science. J'avais fait une conf il y a 6 ans, 7 ans, je sais plus. Et malheureusement, j'avais pas eu le temps de rester. Il avait fait, parce que j'avais une conf, j'en ai dû faire ici à 14-15 heures ou 15 heures. Et à 20 heures, j'avais une autre conf à Paris. Donc dès que la conf s'est terminée, je me suis excusé auprès des gens, parce que j'aime bien l'habitude d'échanger avec les gens après. Là, j'ai été obligé de m'excuser et foncer vers Saint-Jean. Et waouh, ça a l'air là-bas. Et donc, j'avais pas pu échanger. Et 2-3 ans plus tard, je mangeais dans un resto. C'était après avoir fait un TEDx. Et il y a bonhomme qui vient me voir dans le resto en me disant écoutez, j'ai entendu dire là que vous étiez dans les neurosciences, etc. J'ai assisté à une conférence il y a 2-3 ans, mais qui a complètement changé ma vie. Mais le problème, c'est que ma prise de notes a été rapide et il me manque des choses, j'aurais aimé. Et il me dit si vous pouvez jeter un coup d'œil pour voir ce que c'est. Je dis vous savez, les neurosciences, c'est un domaine qui est vraiment gigantesque. Écoutez, amenez vos notes, je vais voir si je peux vous donner des pistes ou au moins des choses à explorer. Et le bonhomme, il repart, il revient, mais avec un papier, tu sens que le papier, il a été trituré pendant des heures et des heures et des heures. Et en fait, je vois un acronyme qui, chez nous nous parle énormément, qu'on appelle la DOSE, pour dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. Et je vois l'acronyme sur le papier. Puis, je vois plein de trucs, en fait, qui... Je dis, mais excusez-moi, là... Vous étiez à quelle conférence? À quelle date? Puis le mec me donne la référence de la conf. Et j'ai dit, oui, c'était moi. Et là, vraiment, j'ai le bonhomme qui a fondu en larmes, en fait. Qui a complètement fondu en larmes, en me disant, mais en fait, vous vous rendez pas compte, mais vous avez sauvé mon mariage. En fait, j'allais démissionner de mon poste, j'allais divorcer. Et j'ai compris plein de choses, en fait, à ce moment-là. Du coup, j'ai pu revenir différemment auprès de ma femme. Vous avez sauvé
mon mariage. Aujourd'hui, je suis toujours avec ma femme et ça se passe très bien. J'ai compris pourquoi dans mon boulot, ça pouvait pas le faire. Ouais. Ça m'a permis de créer une nouvelle affaire où aujourd'hui, je suis heureux, ça se passe super bien. Et je te jure, ça m'a chopé, mais vraiment au trip ce jour-là. Ouais. Et j'ai pris conscience que, tu vois, quand tu fais des confs, t'en fais souvent en fait, et tu as la chance de toucher beaucoup de monde, enfin de rencontrer beaucoup de monde. Et c'est là que tu prends aussi conscience parfois, tu vois, de l'impact que ça peut avoir. Ouais. Toi, ça t'a pris 2 heures, tu t'es éclaté en plus pendant 2 heures, on peut pas dire que ce soit un calvaire, loin de là, au contraire, c'est une vraie passion. Et voilà, tu vois, ça, c'est des moments qui m'ont vraiment marqué, quoi. Ah ouais, c'est puissant. Et c'est Ouais. super chouette, quoi. Ouais. Mais Et donc, tu sais pourquoi tu te lèves le matin et pourquoi tu as une patate d'enfer. Et... Ouais, complètement. et voilà, quoi. Complètement. Mais parce qu'effectivement, on pourrait se dire, à force d'en faire, au final, tu viens apporter de l'information, même si tu es passionné, mais tu viens apporter de l'info et tu peux peut-être te dire à un moment donné, bon, est-ce que j'ai encore vraiment de l'impact si t'as pas de retour, en fait, au final. Et bon, voilà, avec des preuves comme ça, c'est génial. Puis, encore une fois de plus, j'y vais pas pour juste transmettre. Tu Ouais. vois, c'est pour essayer de faire vivre quelque chose. Ouais. Cette fameuse flamme dont je te parlais, tu vois, quand c'est ça que je cherche. Et puis d'ailleurs, les gens le voient souvent. Tu sais, quand tu organises des conférences, les organisateurs ont tendance à te dire bon, alors par contre, voilà, 1h et quart max, parce qu'après, sinon, vous risquez de perdre l'attention, ça risque d'être compliqué, ils vont piétiner. Et moi, souvent, je bataille pour essayer de gratter, tu vois, genre 1h30, parce que je sais qu'après, les gens, ils ont 1000 questions pendant la conf. Ouais. Et en réalité, les 3 quarts du temps, on y passe 2 heures. Ok. Parce que les gens relancent en question. Et là, tu te dis, ouais, ok, c'est bon. là, c'est bon, là, c'est chouette. Là, voilà, Je les ai je bien sais pourquoi je suis là. Trop chouette. Je voulais te parler de prise de décision. Parce que, en fait, alors effectivement, en regardant un petit peu donc, tout ce que tu faisais sur le sujet, c'est qu'il y a une grosse influence décisionnelle. J'ai même vu, tu partageais justement dans un TEDx, je crois, que des chercheurs américains avaient vu que en fait, nos décisions sont prises 11 secondes avant qu'on les réalise. Enfin, c'est peut-être pas très bien dit, non, c'est pas ça. Je vais te le reformuler. Ouais, tu vas me le reformuler mieux. Il y a de l'idée. Au moins, j'ai les 11 secondes, on verra où est-ce qu'il faut les caler, celle-ci, mais c'est ça. Mais ouais, comment ça fonctionne pour prendre une décision, et parce qu'on en prend des milliers, si je ne m'abuse, par jour. Ah oui, complètement. On prend, alors ça dépend un peu des études, et ça dépend de la définition qu'on va donner du mot décision. Ouais. C'est souvent des problèmes de terminologie. C'est les débats d'experts, c'est souvent des problèmes de vocabulaire et de définition. Mais en gros, pour faire donner un ordre d'idée, c'est ça qui est important, on prend en moyenne 35 000 décisions par jour. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est qu'une décision ? Moi, je le vois comme une stratégie, le choix d'une stratégie adaptative dans un environnement où tu as une pluralité de choix. Si par exemple, par contre, tu t'assois sur un bord de table, les pieds dans le vide, et qu'avec un petit marteau, je viens chercher le réflexe rottilien, là, je tape sur le genou, et là, la jambe se lève d'un coup sec, là. Normalement. Théoriquement, si tout se passe bien, je te le souhaite. Ça, c'est pas une décision. Ouais. Ça, c'est pas une décision parce qu'il n'y a pas de pluralité adaptative. Donc, notre cerveau est confronté en permanence à des choix, et c'est vraiment dans cette logique d'adaptation. En fait, il y a une phrase fondamentale qui dit que nous sommes des organismes vivants. Donc on répond à la logique du vivant, doué de la faculté de mouvement, et le mouvement est ô combien important dans notre espèce, qui devons en permanence nous adapter à des environnements en perpétuel changement. Donc si tu veux, c'est vraiment cette logique de mise en mouvement pour une adaptation à l'environnement. Si on était un organisme vivant sans capacité adaptative et que l'environnement change, on dépérit, on meurt. Donc on a cet incroyable pouvoir de pouvoir se mettre en mouvement pour pouvoir s'adapter. Et donc c'est ça pour moi une décision, si tu veux. C'est vraiment ça la logique décisionnelle. Après, là, tu fais référence à une étude qui a été menée en mars 2019 où si on place des sujets sous IRMF, donc d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, ce qui nous permet d'observer l'activité cérébrale en live d'un sujet, et qu'on le soumet à un contexte décisionnel, eh bien, par simple observation de son activité cérébrale, on va pouvoir prédire la décision qu'il va prendre jusqu'à 11 secondes avant que l'individu ait pris consciemment sa décision. Okay. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 100% des décisions sont d'abord prises par notre cerveau et que dans 0,26% à peu près des cas, notre cerveau aime bien vouloir nous en informer. Okay. Donc, et une fois qu'il nous en informe, à ce moment-là, on va avoir un deuxième temps décisionnel. Soit on s'aligne dans la décision initiale de notre cerveau, soit on décide de dire « Eh oh, pépère, on ne touchera pas au carré de chocolat. » Et donc là, il va y avoir un deuxième temps décisionnel. Où on va pouvoir inhiber, on va pouvoir stopper ou aller à l'encontre de la première décision de notre cerveau. Donc on a 2 temps décisionnels. Le premier, il se joue à peu près entre 40 et 230 millisecondes à peu près. Le deuxième, il peut prendre du temps. Le temps de, quand on prend conscience, quand je te dis que notre cerveau nous en informe, c'est le temps de conscientisation, donc de construction de la représentation qu'on va se faire de la décision ou de l'environnement.
Donc ça peut prendre du temps, beaucoup de temps, même dans des situations très complexes. Il nous faut vraiment un temps long pour appréhender tout ça. Et donc ce deuxième temps-là, eh bien, tu remarqueras que de temps en temps, on arrive à résister au carré de chocolat. Puis des fois pas. Et donc qu'est-ce qui se joue ? Qu'est-ce qui va se jouer là ? Et donc c'est capacité de rétrocontrôle, c'est là que se joue la notion de maîtrise. On n'est pas simplement dans un développement instinctif. Si on était dans du pur instinctif, ça serait juste la décision initiale de notre cerveau. Comme on a une capacité humaine à pouvoir conscientiser et à revenir sur ces décisions-là, c'est là qu'apparaît la notion de maîtrise. Et puis de comprendre comment ça s'active, comment ça fonctionne, pourquoi est-ce que des fois j'y arrive, pourquoi des fois j'y arrive pas, pourquoi résister le matin c'est plus simple que résister le soir, pourquoi si quelqu'un je sais pas, est désagréable avec moi le matin, je vais pouvoir prendre plus facilement sur moi que le soir en fin de journée. Voilà. Tu vois, c'est comprendre après tous ces mécanismes-là. Ok. Mais alors, tu vois, moi, souvent je dis que je prends mes décisions à l'instinct. Est-ce que dans ce cas-là, qui prend la décision, tu vois? Parce que même parfois on fait cette distinction entre le cerveau et le corps, de connecter les deux aussi. Donc, il y a des choses que j'ai envie de comprendre là-dedans. Quand on dit à l'instant, tu vois, est-ce que c'est les tripes qui prennent la décision? J'imagine que non, parce que on verra. Mais c'est les tripes qui prennent la décision, qui envoient l'info au cerveau et c'est lui qui enclenche. Comment ça fonctionne? Attache bien ta ceinture, Alice, et bienvenue au Pays des Merveilles. Je m'accroche à la table. Voilà Matrix, pilule bleue, pilule rouge. Alors, je ne sais pas par où commencer. Déjà, par les tripes, non. On a 3 cerveaux. Schématiquement, hein. On a 3 cerveaux, on a celui qui est entre nos 2 oreilles, celui-là on y pense de suite. Ensuite on a tout plein de voies neuronales qui sont effectivement reliées aux intestins, et on sait qu'ils ont un impact. Et puis ensuite on a le 3e cerveau, bien connu chez les hommes, au niveau du cœur. Les hommes sont des grands romantiques, et donc effectivement on a des voies neuronales sur la structure cardiaque qui sont considérées comme effectivement le 3e cerveau. Ces 2 autres cerveaux vont avoir une influence, en fait, vont influencer, vont donner des conditions de contexte. C'est bizarre à dire comme ça, mais dans quel contexte nous sommes, et en fonction de notre contexte, pour maintenir notamment des états d'équilibre interne, vont informer notre cerveau de ces éléments-là, et donc notre cerveau va appréhender différemment ce qui se passe. Mais ça reste notre cerveau entre nos 2 oreilles qui pilote le système décisionnel. Après, ce que tu appelles de l'instinct, le simple fait que tu saches que tu aies pris une décision, c'est que tu l'as conscientisé. Après, tu peux, donc tu en as conscience, mais ça, c'est qu'une infime partie, ça correspond juste à 0,26% à peu près en moyenne de tes décisions. Tu en as 99,74 autres % que tu prends tous les jours et tu n'en as pas du tout conscience. Ça gratte un peu, hein, quand on prend ces chiffres-là, je te l'accorde. Ça fait pas beaucoup. Après, remis sur 35 000, je me dis, bon, j'ai pas fait le calcul, mais ça en fait quand même quelques-unes. Ça en fait quand même quelques-unes, ça passe. Et donc, ce que tu peux appeler instinctif, c'est que tu décides de ne pas aller à l'encontre de la décision première prise par ton cerveau. C'est-à-dire que tu as tous les signaux qui te disent « Non, ne saute pas de la falaise. Ne saute pas de la falaise. Si tu tentes le coup avec des vagues, tu sais, il faut que tu sois en haut de la vague pour que ça soit au bon moment. Normalement, ton cerveau est censé t'informer de... Et puis, voilà, et en fait, tu décides d'aller dans la décision première de ton cerveau. C'est ce qu'on pourrait assimiler à une décision instinctive. Après, c'est différent de l'intuition. L'intuition, c'est encore autre chose. L'intuition, en fait, ton cerveau, lorsqu'il va prendre des décisions, 100% des décisions vont générer des micro-réponses adaptatives physiologiques, des préparations physiologiques, des modifications d'état physiologiques. Mais donc 100%, ça vont impacter la physio. Infime, hein, mais vont quand même l'impacter. Dans 0,26% des cas, tu vas le conscientiser. Donc, tu vas créer une représentation et tu vas associer cette modification de ressenti à la représentation que tu t'es faite. Par exemple, tu vois un chaton et tu fais « Oh, il est mignon, le chaton !» Et puis après, on te demande « Mais pourquoi il est mignon ?»« Ah, parce que c'est grosse papatte, ses petites moustaches. Et, oui, je craque !» Et puis, tu as un ressenti particulier. Donc là, le petit papatte, les grosses moustaches, etc., ça, c'est la rationalisation. C'est l'interface qu'on a créée pour se donner une raison de ce qu'on ressent. Mais en réalité, le déclencheur, c'est l'ocytocine. Quand tu vois un chaton, ça te balance un gros shoot d'ocytocine et ça fait quand tu mets ça dans une salle de conf, hein, tu entends la salle faire voilà, là, t'as un effet adaptatif direct au gros shoot d'ocytocine. Mais là, tu vois, tout ça est conscientisé.
Dans l'intuition, eh bien, ce sont les ressentis physiologiques liés aux 99,74% qui nous échappent, qui ne sont pas conscientisés, mais qui, par contre, ont bel et bien créé une modification de nos états. Et on ressent cette modification sans avoir de correspondance dans la représentation. Et donc, d'ailleurs, on parle de l'intuition, on dit qu'on ressent intuitivement les choses. Ouais. En fait, des personnes qui arrivent à porter suffisamment leur attention pour sentir qu'il y a des modifications d'état, mais que je n'arrive pas à rattacher à quelque chose parce que ça n'a pas été intégré dans mes représentations. Ça ne faisait pas partie des 0,26%. Et donc, tu vois, c'est là qu'on ressent quelque chose, mais on ne peut pas l'attacher à quelque chose, mais intuitivement, je sens que... Ouais. Tu vois, le cerveau te dit go, 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 alors que dans ta représentation, tout te dit non. Mais le cerveau a aussi perçu d'autres choses qui te disent go, vas-y. Et alors, qu'est-ce que tu as pris en fait Voilà. Et là, est-ce que tu vas plutôt faire confiance aux 99,74% qui t'échappent, Ouais. ou tu vas rester concentré sur les 0,26%, qui eux sont bien rationnels. Voilà. Et c'est là qu'intervient la notion d'intuition. Ok, très bien. Mon cerveau est en train de fumer. Oui, pardon. Bah non, mais c'est le but, c'est très bien. C'est Quand parfait. je lâche les chevaux, je peux un peu m'emballer. N'hésite pas à me Ah non, non, mais temporiser. c'est génial, j'adore, je trouve ça très cool. Et justement, je fais le lien sans le faire exprès. Cerveau en train de fumer, on parle, je trouve, de plus en plus, et moi en tant qu'entrepreneur, de charge mentale. Allez, on ouvre un nouveau chapitre. Parce que c'est ça qu'on en entend beaucoup parler. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou ça existe depuis longtemps? Parce que ça fait une vingtaine d'années, un peu plus que tu traites ces sujets-là. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est avec le développement de tout ce qui est réseaux sociaux ou tout ce qu'on veut, le fait que tout aille plus vite? Est-ce que la charge mentale, encore une fois, a toujours été là ou est-ce que c'est un peu nouveau? T'as 4 heures Alors, est-ce que ça a toujours été là? En fait, il y a toujours eu de la surcharge, mais pas dans la même proportion et pas sur un prisme aussi large d'individus. Il y a beaucoup de facteurs en fait, qui jouent là-dedans. Il y a aussi le fait qu'on l'identifie mieux aussi aujourd'hui. On le comprend mieux. Il y a encore eu des résultats d'études qui sont sortis. C'est Pessiglione qui a sorti avec l'INSERM une étude en juillet ou août 2022 qui nous permettait d'encore mieux appréhender cette notion de charge mentale et surtout de surcharge. Ouais. Parce que la charge mentale, il y en a toujours eu. La surcharge, il y en a de plus en plus. Ouais. Okay, donc on a une meilleure compréhension, donc on l'aborde aussi déjà un peu mieux aujourd'hui. Après, les raisons, comme je reprends cette phrase de départ, nous sommes des organismes vivants, doués de la faculté de mouvement, qui devons nous adapter en permanence à des environnements en perpétuel changement. C'est cette dernière partie, c'est cette je sens partie-là, qui est, si tu veux. Il ne faut pas oublier que notre cerveau s'est développé à travers des millions d'années d'évolution, et ça a démarré bien avant qu'on soit considéré comme une espèce humaine. Et jusqu'à encore très peu de temps, le monde dans lequel on naissait, dans le monde dans lequel on mourait, n'évoluait pas beaucoup. Et l'environnement dans lequel tu devais t'adapter, c'était l'environnement direct qui est autour de toi. Ouais. Donc il pouvait se passer les pires choses à 200 bornes, t'en savais rien. Ouais. Donc notre cerveau est câblé et structuré à la base pour ce type d'environnement. Nous, aujourd'hui, il y a deux choses. Déjà, l'environnement direct dans lequel on est, il s'est intensifié. Donc, en termes de rapidité, de quantité de tâches, de temps, etc., on a intensifié énormément ces facteurs, donc avec une énorme accélération. Donc, ça nécessite déjà plus d'adaptation, donc plus d'énergie, et donc plus de surchauffe. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur important, c'est qu'on ne s'adapte plus à un environnement, mais à une pluralité d'environnements dans lequel on est directement, physiquement concerné. Vie professionnelle, vie sociale, vie familiale, vie personnelle, etc., etc. Donc, on a des stratégies et chaque environnement nécessiterait 24 heures. Mais à un moment donné, on n'a mis que 24 heures dans une journée. Je ne sais pas pourquoi on a fait ça. Mais toujours est-il, il faut que tout ça rentre dans le même laps de temps et avec la même quantité, la même capacité à générer de l'énergie. Donc, on a une pluralité des environnements dans lesquels on est engagé. Mais notre cerveau s'adapte aussi aux environnements dans lesquels il n'est pas directement confronté, mais dont il reçoit de l'information. Et donc, on a l'explosion aujourd'hui de la circulation de l'information. Bonne ou mauvaise chose, peu importe, il y a du bon et du mauvais dans toute chose. Mais n'empêche que notre cerveau, va se soucier de ce qui se passe dans la guerre en Ukraine, par exemple. Et donc, du coup, il va garder ça, on appelle ça un buffer, mais une représentation, un environnement cognitif
sur lequel, malgré tout, ça va tourner. Et puis, il va savoir ce qui s'est passé avec telle star à qui il arrive un drame. Ah ouais, ça, ton cerveau, c'est encore un autre environnement auquel il s'adapte. Et en fait, on crée plein d'environnements cognitifs. Alors, les gens ont tendance à se dire « Ouais, mais ça, c'est juste dans mon imaginaire, ça ne m'impacte pas vraiment. » Si, l'imaginaire nous impacte physiquement. Alors moi, il y a une petite expérience que j'aime bien faire aux gens. Oh la merde. Alors, je vais donner les consignes et puis après, on va peut-être pas forcément là, maintenant. D'accord, mais, ok. Bon, pour les personnes qui nous écoutent, voilà. alors. Pour vraiment prendre conscience à quel point notre imaginaire, même si ça reste quelque chose de flou dans notre tête, impacte vraiment notre corps. J'invite chacun dans l'intimité, par exemple ce soir, dans l'intimité à s'allonger dans le noir, fermer les yeux et faire remonter à la conscience les plus gros fantasmes qu'ils peuvent avoir. Vraiment les visions les plus érotiques possibles et imaginables. Et maintenant, osez me dire que votre corps ne réagit pas en partie comme si c'était réel. Et on est bien d'accord qu'on va avoir une réaction physiologique sur quelque chose qui est purement imaginaire. Ouais. Donc, normalement, on a une constatation relativement prégnante, en tout cas précise, de l'adaptation physiologique. Ouais. Eh bien, c'est à une moindre échelle, bien évidemment, mais c'est ce qui se passe quand on se crée plein de représentations de plein d'environnements. Les signaux sont peut-être plus faibles à l'intérieur, mais ils sont bien présents. Et ils sont bel et bien présents. Mais maintenant, cumulés, ça devient compliqué. Ouais. Et enfin, on a un dernier point. Donc, on a la pluralité des environnements, l'accélération des environnements. Tout ça nécessite, pour s'adapter, c'est de la mise en mouvement. Donc alors, quand je dis mouvement, on entend le mouvement physique, mais il peut y avoir aussi un mouvement cognitif, c'est-à-dire une mise en mouvement de nos circuits pour pouvoir créer de la pensée, de la représentation, de la compréhension, etc. Tout ça nécessite de l'énergie. Et notre énergie, elle vient de nos ressources physiologiques. Or, concrètement, on fait un peu n'importe quoi sur nos ressources physiologiques. On dort de moins en moins. Et notre courbe de sommeil tombe de façon... Rien que le temps de sommeil tombe, mais la qualité de sommeil s'aggrave de plus en plus. On a inventé l'électricité, ça c'est cool. Parce que moi, on y voit. Ouais, le problème c'est qu'on a une horloge biologique qui se synchronise sur la lumière. Ouais. Donc, on met le bazar dans notre horloge biologique, on pourrait se dire, au moins elle donne l'heure juste deux fois dans la journée. Non, ça marche pas comme ça. C'est que, en fait, notre horloge biologique permet de synchroniser nos organes. Donc ça veut pas dire qu'ils fonctionneront pas, mais ils fonctionneront pas de concert. Au lieu d'avoir, tu sais, comme au concert, une belle symphonie avec tout qui fonctionne bien, mais en fait, t'as comme quand on arrive un peu avant le concert où chacun accorde ses... Alors ça marche, il n'y a pas de problème, chaque instrument fonctionne, mais au final, ça donne pas un truc terrible. Et donc ça, c'est relativement dramatique pour nos ressources. Notre alimentation, c'est un peu un carnage. Pratique de sport, comme on est claqué, on n'a pas forcément envie de faire de sport. Le problème, c'est qu'on est des organismes vivants, doués de la faculté de mouvement. Et on n'en est pas juste doué, c'est qu'on doit se mettre en mouvement. Notre corps a besoin de cette mise en mouvement pour bien fonctionner. Donc nos ressources physiologiques, si tu veux, entre guillemets, elles ont un peu tendance à se dégrader. Donc d'un côté, on surexploite de plus en plus nos ressources, et de l'autre côté, on les régénère de moins en moins. Et donc forcément, au bout d'un moment, ça pète. Et c'est ce qu'on va appeler la surcharge mentale. Ok. Merci, c'était hyper clair. Et dans ce cas-là, comment on fait pour faire en sorte de plus en avoir ? Alors j'exagère, mais est-ce que, tu vois, moi ce que je peux entendre, et je vais dire d'un point de vue très qui n'y connaît rien, très novice sur le sujet, c'est de me dire, je coupe un peu plus les réseaux sociaux, je dors un peu mieux, je fais de la méditation, voilà. Est-ce que ce sont effectivement des éléments, ou est-ce qu'il y a quelque chose en fait de plus profond, ou est-ce qu'au final on peut rien faire ? Voilà. On est foutu. On est foutu. Ou alors tu connais le Larzac ? Je vais en Ardèche, figure-toi. Je sais pas, peut-être un peu dans le même genre, mais... Qu'on soit bien clair, j'adore le Larzac. Mais c'est vrai qu'il y a des coins qui sont très calmes. Très très calmes. Non, mais il y a plusieurs choses. On se coupe de tout ça, mais bon, c'est pas la solution, j'imagine, mais voilà comment c'est ça, on peut mettre en place. Si tu veux, il y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs choses là-dedans. On peut jouer sur plein de leviers, okay, mais il y en a certains qui sont plus faciles que d'autres à pouvoir activer. Moi, j'aime partir déjà du principe que, comme si je ne pouvais rien faire vis-à-vis de mon environnement. Parce que mon environnement, c'est peut-être la chose la plus difficile à maîtriser, puisqu'il y a plein de facteurs qui ne dépendent pas de moi. Ouais. Donc, déjà, exclure ça de notre tête et déjà commencer par la base, soi. Okay. Donc, la première chose, c'est de venir comprendre qu'est-ce que c'est que le sommeil, comment fonctionne le sommeil. Le sommeil, c'est pas juste dormir 7 heures ou 8 heures ou 9 heures. Et puis, on te dit des fois, il faudrait dormir en moyenne 8 heures par jour. C'est faux.
C'est faux. C'est que si tu es resté tranquille toute la journée, sans trop de stress chez toi, à faire un petit peu de jardinage, à te détendre, tu n'auras pas besoin d'une nuit de sommeil égale à si tu as déblayé du gravat toute la journée, comme un fou. Non, tu n'auras pas besoin du même temps de sommeil et tu n'auras pas besoin de la même qualité de sommeil. Donc on peut gérer le sommeil différemment. Chaque personne, c'est un peu la problématique des conseils qu'on donne aux gens, c'est qu'on va essayer de donner des normes. Mais donc, si c'est une norme, c'est pas toi. Et donc, c'est de mieux pouvoir former les gens à comprendre ces mécanismes-là. Alors, c'est vrai sur le sommeil, c'est vrai sur l'alimentation, parce qu'on n'a pas tous les mêmes microbiotes, donc on n'absorbe pas de la même manière les nutriments. Donc, souvent, on me dit, ouais, mais est-ce que tel régime est bon ou pas bon ? Bon, il y en a certains, non, clairement, c'est une tuerie, c'est un génocide. Mais après, il y a plein de modes d'alimentation qui sont très intéressants. Ça va dépendre de ce que tu cherches, ça va dépendre de ta physiologie, de ta physionomie. Enfin, tu vois, ça doit s'adapter en fait. Donc, il faut comprendre comment ça fonctionne. Plutôt que de dire aux gens, vous devez faire ça, c'est plus leur donner les moyens de comprendre comment ça fonctionne. Et de qu'est-ce qu'ils peuvent faire. C'est d'ailleurs l'objet de BMO Smart Life. Donc, j'ai pris un peu de retard là, sur le lancement, mais c'est de pouvoir, avec quelques métriques, que les gens puissent... En fait, on calcule l'indice de gestion des ressources physiologiques. Parce que il faut synchroniser les choses entre elles. Ton hydratation, ton sport, ton alimentation, tout ça doit fonctionner de concert. Il y a des gens qui me disent « Mais je comprends pas, je fais vachement attention à ma qualité de sommeil et pourtant je continue à être claqué. » Ok, et tu manges comment ? Ah, par contre, je mange pas. Je me prends un fast-food le midi, rapide, et puis le soir, un truc de fromage. Ah mais mec, ça peut pas marcher. C'est comme si tu me disais ouais, j'ai acheté une plante verte, je comprends pas, elle fait la tronche, pourtant je lui donne la quantité d'eau qu'il faut. Mais t'as mis de la terre dans le pot ? Ah non. Ah mais sans terre, ça marche pas. Ou alors il va dire bah ouais, j'ai mis de la terre, j'ai mis de l'eau, mais et son exposition, je sais pas, elle est dans la cave au fond, dans le noir. Non, un organisme vivant a besoin de tout ça. Et je pense que pour moi, la première chose qu'on peut faire sur la surcharge mentale, c'est d'expliquer aux gens comment notre corps crée la ressource physiologique, donc la ressource d'énergie nécessaire pour se mettre en mouvement et s'adapter. Et avec des moyens, plutôt que de dire des techniques, leur donner les moyens de pouvoir mesurer l'impact de la pluralité des techniques qui existent pour qu'ils puissent trouver la leur. Tu vois, donc, pour moi, ça, c'est vraiment la chose de base. Avant même de réfléchir comment on veut se servir d'un téléphone portable, il faut qu'il soit chargé. Voilà, donc ça, pour moi, c'est le socle initial. Après, on se met en mouvement par des mécanismes, c'est un peu compliqué, mais dits addictifs ou aversifs. Donc, il va y avoir des choses que mon organisme va rechercher. Donc, je vais aller chercher des environnements dans lesquels je vais pouvoir les trouver. Et puis, il y a des choses dans lesquelles mon organisme est aversif, comme par exemple la douleur. La douleur, la nociception, c'est une sensation physiologique qui nous est aversive. On déteste ça. Et donc, il faut que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête, soit il faut que je détruise ce qu'il crée, soit que je le fuis. Okay eh bien, nos environnements fonctionnent de la même manière. Et donc, on commence à comprendre ce à quoi je suis particulièrement addict, tu vois, qui aurait tendance... Donc, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être... le fameux carré de chocolat. Le fameux carré de chocolat. Terrible, ce carré de chocolat. Donc, en comprenant mieux nos mécanismes à nous, addictifs et aversifs, de pouvoir se dire, attends, fais gaffe. Parce que ça, pour le coup, je le fais par satisfaction addictive, mais ça me bouffe beaucoup d'énergie. Donc, comment est-ce que je peux réguler ces addictions ? Comment est-ce que je peux... Donc, ces déclencheurs de mise en mouvement. Et là, on commence à rentrer vraiment dans la maîtrise et à continuer à faire descendre la surcharge mentale. Ouais, ok. Et justement, tu parles de maîtrise. Est-ce qu'on peut maîtriser son cerveau ? Petite partie. Un petit peu. Un petit peu. Déjà, la première question de fond, c'est pourquoi ? Pourquoi le maîtriser ? À part nourrir notre ego en disant c'est moi qui commande. C'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est quelle part de maîtrise je vais aller chercher. Je suis content que mon cerveau se débrouille tout seul pour la fréquence cardiaque, par exemple. Ceci, à chaque fois que je te parle, il faut que je pense à contracter le muscle du cœur. L'interview aurait une autre... ça deviendrait chiant si tu veux. Donc, je suis content que mon cerveau pilote énormément de choses de façon automatique. C'est plus accroître le champ de maîtrise. Toujours pareil, par contre, en se demandant jusqu'où on veut aller et pourquoi. Parce que ça ne s'acquiert pas comme ça. Mais on peut la développer, effectivement. On peut développer des voies neuronales particulières qu'on appelle des neurones inhibiteurs. Donc, on a des neurones excitateurs. Quand eux s'activent, ils stimulent les voies sur lesquelles ils sont projetés. Et on a des neurones inhibiteurs qui, elles, quand elles sont stimulées, ces voies, elles désactivent
la zone. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir, déjà équilibrer plein de mécanismes en interne, et puis dans le contrôle volontaire qui nous permet de désactiver des choses et de rentrer un peu plus en maîtrise. Et donc le but du jeu pour développer ces voies neuronales, parce que finalement accroître la maîtrise, c'est quoi ? C'est développer ces voies. Plus elles vont être nombreuses, plus on va pouvoir être capable de désactiver des zones automatiques, de déclenchement automatique. Et pour les développer, eh bien, il faut les activer régulièrement. Et donc là, tu as tous les travaux, notamment d'Olivier Houdet, qui dit « Apprendre à résister ». C'est justement, voilà, plus on essaie de rentrer en maîtrise, plus on va créer une répétition de cette mise, de développement de la maîtrise, plus ces voies neuronales vont pouvoir se développer petit à petit, et plus on va pouvoir rentrer dans la capacité de maîtrise. C'est là aussi qu'il faut déculpabiliser les gens. La fameuse phrase de « quand on veut, on peut », c'est ok, c'est à peine culpabilisant. Ouais. Non, c'est faux. On peut vouloir, mais ne pas pouvoir. Parce que, schématiquement, c'est vraiment très très schématique, mais imagine, tu as 5 voies d'activation et 3 voies d'inhibition. Donc, tu as 8 voies qui arrivent sur la prochaine structure qui va déclencher ou pas l'action. Toi, tu as voulu, donc l'activation initiale, elle se fait par les 5. Toi, tu as voulu te dire non, ça, je ne le ferai pas. Et tu as activé tout ton potentiel d'inhibition, c'est-à-dire 3. Ouais, mais 5 activatrices, 3 inhibitrices, ça va quand même activer. Ouais. Alors que si tu t'entraînes, tu vas créer une 4e voie, une 5e voie, une 6e voie, une 8e voie d'inhibition par l'entraînement. Et du coup, le jour où tu actives le plein potentiel, tu as 8 inhibitrices, 5 activatrices. Cette fois-ci, ça sera inhibé. Okay. Donc, quand on veut, on peut. Non. Par contre, quand on veut, on peut s'entraîner à pouvoir un jour. Ça marche mieux, mais c'est plus long. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça claque vachement moins quand même. Ça claque beaucoup moins. C'est ça. Et tu parles de plein potentiel. Qu'est-ce qu'on entend derrière le plein potentiel ? À quel moment on peut dire qu'on est en plein potentiel là aussi ? Alors heureusement, on met pas les gaz à fond tout le temps, fort heureusement, parce que la gestion de nos ressources physiologiques, c'était quand même un enjeu de survie pendant des millions d'années. Donc notre cerveau a tendance plutôt à chercher à économiser de l'énergie. Mais ça me fait penser à ça, mais j'avais reçu Stéphane Tozon qui me disait qu'on peut pas toujours être à 100% de nos 100%, mais c'est bien d'être à 100% de nos 20% et de le savoir, quoi, en fait. C'est exactement, c'est exactement ça le fond de logique. Donc du coup, tu vas mettre des coups d'accélération à des moments, mais plus, alors, si on allait chercher dans terme un peu galvaudé, mais de plein potentiel, dans le sens, on appelle ça les temps de génie. C'est un moment où t'as l'impression que tout est... c'est fluide pour toi, à ce moment-là, c'est incroyable. Et c'est surtout quand il y a une bonne concordance entre, déjà que tu es en pleine forme, potentiel d'énergie qui est dispo, sinon ça sert à rien. Ça sert à rien d'avoir un moteur de Ferrari si le réservoir est vide, faut pousser. C'est con, c'est qu'une Ferrari, c'est plus lourd à pousser qu'une 4L. Donc peu importe la taille du moteur, il faut de l'énergie. Et par exemple, ta Ferrari, tu la mets dans un champ, même avec le réservoir plein, dans un champ, elle va pas aimer. Par contre, tu la mets sur un bitume qui est nickel, elle va pouvoir envoyer toute son énergie. C'est-à-dire qu'il y a une concordance entre la façon dont on fonctionne et l'environnement dans lequel on se trouve. Et là, tu vas pouvoir lâcher les chevaux. Et donc là, tu vas pouvoir activer, c'est-à-dire qu'il va y avoir une bonne concordance, en fait. Mais des temps de génie, ça veut pas dire que... Parce que là, par exemple, j'ai fait le parallèle entre un moteur de Ferrari et celui d'une 4L. Mais une 4L, elle cartonne dans un champ, elle, par contre. Ça devient un temps de génie fantastique. Donc, je suis pas chaud, si tu veux, à comparer un cerveau qui serait mieux qu'un autre, ou un niveau de potentialité plus important que celui d'un autre. Non, on a des cerveaux différents, on a des capacités d'adaptation différentes. Et pour moi, on est vraiment dans une diversification horizontale et certainement pas verticale, quoi. Pourquoi les gens ils veulent comprendre leur cerveau ? Donc en gros, pourquoi ils viennent suivre les programmes que tu as pu créer ? Pourquoi ils veulent le comprendre ? Est-ce que c'est pour aller mieux ? Est-ce que c'est juste pour l'ego, justement ? De se dire, je le comprends mieux, c'est chouette. Alors moi, c'est ce qui m'a nourri. Non, je pense qu'aujourd'hui, on commence vraiment à pointer du doigt un paradoxe énorme. C'est-à-dire que, pour moi, on a fait, involontairement, on a fait... désolé du terme, une grosse connerie au début du XXe siècle. C'est que, et ça c'est vraiment lié à toute notre culture gréco-romaine et qui a continué ensuite derrière, c'est à penser que la raison était plus forte que l'humain dans son instinct et dans sa mécanique. Et on a tellement cru en cette raison et que ça serait la raison qui arriverait à structurer un monde en paix dans lequel on pourrait se développer heureux et serein,
on arrivait à la théorisation de ce qu'on appelle l'homo economicus. C'est-à-dire que l'homo economicus est défini comme un acteur socio-économique doué de raison et qui agirait par raison. Et donc ça, on a amené ça au début du XXe siècle. Et on a tellement cru en cette force de la rationalisation qu'on a même créé l'organisation scientifique du travail. Donc on a mis des normes et des process ultra rationnels. Et on s'est dit, voilà, l'individu va apprendre, et dans notre système éducatif, on nous a appris à se conformer à cette raison, à cette rationalité. Et puis, deuxième moitié du XXe siècle, on a commencé à avoir une émergence vraiment forte des sciences comportementales. Et puis, dans les années 80, même un peu avant, mais ça s'est un peu plus popularisé dans les années 80, on arrive à une conclusion. Nous ne sommes pas des acteurs socio-économiques irrationnels, nous sommes même des acteurs socio-économiques qui se définissent par leur irrationalité. Ouais, sauf que voilà, et bim, allez, bonne chance les gars, démerdez-vous. Et dans les années 80-90, ok, on est irrationnel, on le constate, on essaye de le modéliser, mais va modéliser de l'irrationalité. Plouf. Et donc là, on tourne un peu en rond à ce moment-là, et on est vraiment dans des approches dites empiriques. C'est-à-dire que comme on ne comprenait pas encore très très bien ce qui se passait entre le moment de perception de l'environnement et le moment de réponse adaptative, on n'a pas d'autre choix que de faire du test and learn, c'est-à-dire qu'on teste un élément de perception, on ne sait pas trop comment c'est traité à l'intérieur, mais on regarde la réponse adaptative. L'exemple que j'aime donner pour la science, par exemple, je sais pas, moi, je vais voir quelqu'un là dehors, je vais voir, excusez-moi, c'est pour la science, là, je lui mets une énorme tarte, et pour la science. Et je reste en face et j'observe le comportement. Et là, blanc, j'en prends une autre en retour. Je dis, ok, merci pour l'expérience, voilà, super. Et donc, je ne sais pas comment son cerveau a traité l'information de la tarte. Par contre, je peux définir une première hypothèse, me dire, quand je colle une tarte à quelqu'un, elle m'en colle une autre en retour. Et donc, je vais essayer cette hypothèse, je vais la tester sur un panel plus large. Donc, je vais aligner 20 personnes pour la science. M'échauffer le poignet. J'en remets une tarte à une personne, elle m'en recolle une. J'en remets une autre tarte à une autre personne, elle m'en recolle une. Mon hypothèse a l'air de se valider. Et puis, à un moment donné, je mets une tarte à quelqu'un. Et là, je suis déjà en train de crisper parce que tu remarqueras que moi, chacun en prend une, moi, je les prends toutes. Et donc, je commence déjà à crisper le visage. Et en fait, la personne, au lieu de me mettre une tarte, elle me traite de tous les noms d'oiseaux. Ah merde, c'est pas prévu ça dans mon hypothèse. Ouais. Je fais comment ? Ça flingue là mon modèle. Donc je vais dire alors, ok, je peux aussi me faire traiter de tous les noms d'oiseaux. Et puis tu continues. Puis un jour, t'en as un, au lieu de te foutre une tarte ou de te traiter de tous les noms d'oiseaux, la personne elle baisse les yeux et elle s'en va en pleurant. Merde, remerde. Dans ton modèle, ça passe plus, tu vois. Bon. Qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, on a gardé la même hypothèse, sauf qu'on s'est mis à profiler. On a dit les gens, alors qu'on ne cherche pas les profils disques, je fais des références couleurs juste comme ça, mais donc les rouges, ceux qui correspondent à toutes les caractéristiques d'un rouge, va me coller une tarte. Tous ceux qui ont le profil d'un bleu vont me traiter de tous les noms d'oiseaux, et puis tous ceux qui ont les profils, je sais pas, d'un jaune, vont baisser les yeux. Ouais. Ça m'explique toujours pas pourquoi. Ouais. Ça me dit juste que si j'envoie tel flux de perception et que la personne correspond grosso modo à ça, elle va réagir comme ça. Sauf qu'on sait que non. Et en fait, pourquoi ? Parce que par exemple, un rouge, au lieu de me mettre une tarte, a baissé les yeux et est parti. Je comprends pas. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est capable d'expliquer en fait. En neurosciences et en sciences cognitives, c'est qu'est-ce qui se passe entre le moment perceptif et le moment de réponse adaptative. Et donc, ça nous permet enfin de comprendre pourquoi certains individus, si j'en mets une tarte, je vais en prendre une autre en retour. Ouais. Et donc, tu vois, ça nous permet une meilleure compréhension de l'humain. Et dans notre société, le fameux paradoxe qu'on a réussi à mettre en lumière dans les années 80-90, c'est d'avoir créé des environnements rationnels pour des acteurs socio-économiques irrationnels. Et donc forcément, quand tu veux faire entrer des acteurs irrationnels dans des cases, ça crée de la friction. Alors des fois, il y a des vides, t'as ce qu'on va appeler les vides de sens, pour faire simple. Et puis, il y a des moments où ça frotte, t'as des points de friction, si tu veux. Et ça, c'est toutes les difficultés qui émergent. Qui m'amène à la perte de sens, le désengagement, les ruptures de cohérence entre ce qu'on pense et ce qu'on fait, etc. Et toutes ces zones de friction, comme on a dit, le monde s'accélère. Donc, tu accélères la vitesse de friction et la répétition de friction. Et au bout d'un moment, ça fait mal. Et voilà. Et bien, on essaie, maintenant, on est capable de pouvoir résoudre ces paradoxes. Okay. Et finalement, c'est ça que les gens viennent chercher. C'est la compréhension de ce paradoxe pour pouvoir les résoudre. Et petit à petit, amener ça dans nos environnements pour
conserver une forme de rationalisation des environnements. C'est important, on est 7 milliards, donc on a intérêt à avoir une logique. 8 8, on est déjà passé à 8, je crois. Ah ouais, Ouais. Fin d'année dernière. Le taux d'abonnement a augmenté à ce Ouais, point-là. c'est ça. Donc, conserver une structure, une organisation, Ouais. mais qui répondent également à l'irrationalité. En fait, l'irrationalité, c'est la logique du vivant. Donc, quand tu adaptes la logique du vivant à la rationalisation des structures, eh bien, tu limites les frictions, voire même tu les supprimes. Et là, on vit. Ouais. Voilà. C'est ça notre Ok. boulot. Ouais. Intéressant comme boulot. Alors, ça fait quoi? Plein de choses, et notamment, j'avais reçu Aurélie Piette sur le Oui. podcast que tu connais peut-être. Ouais, je suis en prof. Ah, très Je suis en prof bien. d'économie. Ah, chouette. Qui a donc écrit un livre quand l'Homo economicus saute à l'élastique sans élastique. Et donc, ça fait reconnais clairement le style. sens. Elle en sort un, mais très bientôt d'ailleurs, qui est déjà sorti par rapport au moment où on va sortir cet épisode, qui s'appelle 2 milliards de réenchanteurs. Je vais courir l'acheter. Ouais, de même. Et donc, je trouve ça hyper intéressant parce que ça fait en fait le lien avec le vivant, au-delà de nous, de notre environnement. Et donc, ça fait le lien avec notre environnement de manière générale et ce qu'on peut faire avec la planète. Complètement. Je fais le lien au fur et à mesure, mais c'est exactement ça, quoi. Donc, plus de neurosciences pour une meilleure planète. Ouais, plus de neurosciences pour une meilleure planète et surtout plus de communication Ouais. entre tous les acteurs. Parce que ce que nous, on aborde à travers les neurosciences, les sciences cognitives, en fait, on parle de la dynamique humaine propre à l'humain, mais après, cette dynamique humaine, on peut l'étudier, essayer de la travailler à travers les sciences sociales, à travers les sciences économiques, à travers les sciences comportementales au sens large, à travers... Il faut juste aller chercher ce point d'union, ces liens à faire entre branches pour se dire, voilà, moi, cette dynamique-là, je la travaille de telle manière. Et puis un autre va dire, moi, cette dynamique-là, je la travaille de telle manière. C'est pas l'un mieux que l'autre. C'est que l'un sera mieux adapté à certains environnements, certaines personnes, certains objectifs. Tu vois, et c'est d'essayer plus d'amener cette logique-là. Ouais. Et tu vois, en comprenant en neurosciences, en sciences cognitives, en comprenant mieux qui on est, comment on fonctionne, qu'est-ce que sont les déclencheurs en nous qui nous amènent à faire ça? Je trouve que ça amène beaucoup plus d'humilité déjà sur soi et arrêter de vouloir se comparer les uns avec les autres. C'est pas l'un mieux que l'autre, c'est que ça agit sur des niveaux différents. Et en comprenant ça, au lieu de gaspiller de l'énergie à dire vaut mieux être chauve, vaut mieux être chevelu, hein, c'est de l'aborder différemment et de comprendre ça. Ok. Guillaume, ça fait 1h15 qu'on échange tous les deux. Oups. Non, pas du tout. C'est juste, comme on a un timing à respecter, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés? Tu dis ce serait chouette d'en parler. On a abordé pas mal de sujets différents, mais je ne pense pas à tout. En tout cas, mon cerveau bloque une partie des informations, peut-être. C'est ça. Non, après, ça va dépendre. On pourrait parler encore pendant des heures et des heures en fonction des environnements. Non, je pense que un moteur important, c'est d'être curieux. C'est peut-être le moteur le plus intéressant, en fait, ce qui nous met vraiment en mouvement, la curiosité. Alors, curiosité tempérée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller se mettre en danger carrément. Mais moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Quand 2 chemins se présentent à toi, prends toujours celui que tu ne connais pas ». Tu vois, essayer d'aller explorer, en fait, ces choses-là, parce qu'il y a aussi le fait d'aller explorer des choses qu'on ne connaît pas, on ne sait pas quelles ressources on va y trouver. Et on va apprendre à intérioriser ces ressources pour pouvoir être à sa place, n'importe où. Et donc, à ne plus trop dépendre du regard d'autrui pour savoir qui on est. Donc, moins de dépendance à autrui. On pourrait se dire, c'est plus d'exclusion. Non, au contraire. Vu que j'ai moins besoin de toi, je peux être plus libre avec toi. Et donc, être beaucoup plus soi-même. Donc, voilà, tu vois, cette moteur de la curiosité, cette façon de l'aborder. Là, aujourd'hui, où pareil, on a une énorme crise de sens sur l'identité de qui nous sommes. Ça peut être un bon point de départ et un beau moteur pour chacun. Ouais, chouette. Alors, mon avant-dernière question à chaque fois, c'est de demander quel conseil tu auras donné aux personnes qui nous écoutent, mais globalement, tu viens de répondre. Désolé, spoil. Non, c'est pas bien grave. Ne soyez pas curieux, on va faire un contre-pied. Donc, soyez curieux, c'est le soyez conseil curieux, principal. Très chouette. Soyez curieux. Et la dernière question de ce podcast, c'est qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Qu'est-ce qui m'anime au quotidien? Trop de choses. Beaucoup trop de choses. Ouais. Créer du lien. Vraiment créer du lien. Créer du lien, du partage avec les gens, d'explorer, découvrir, combiner, échanger, créer, être transgressif. Tu vois, vraiment
avec beaucoup de respect, toujours dans le respect des autres et de soi-même, Ouais. mais pousser des portes, réfléchir, créer, développer. Voilà, tu vois, c'est vraiment une dynamique du mouvement. Ok. Mhm. C'est ça qui m'anime tous les jours. Ouais, trop bien. Alors, je vais ajouter une question. Tu dis créer du lien avec soi, avec les autres, à quoi, à qui? Avec tout. Ok. À tout. Si je regarde une plante, j'essaie de regarder la terre, j'essaie de regarder les insectes, j'essaie de regarder la météo, j'essaie de regarder les nuages, donc les vents, donc l'hydro, donc etc., etc. Tout est lié tout le temps. Mhm. C'est à nous de trouver les liens. Et voilà. Et à celui qui l'a planté aussi. Et pourquoi il l'a planté comme ça? Et pourquoi là? Et tu vois, c'est... Il y a des moments où tu arrives à ne pas te poser de questions. Euh, Non, mais c'est ce qui est à la fois génial, mais ce qui peut être aussi fatigant. je médite beaucoup. Ouais. Et donc en méditation, ouais, j'arrive à mettre le cerveau un peu en off. Ok. Mais sorti de ces moments-là, je peux pas te le garantir. Merci beaucoup pour cet échange. Je t'en prie, Et merci puis à bah, à très bientôt. Alors, et on peut te suivre notamment sur LinkedIn si je m'abuse. toi. t'es Ouais, quand sur même assez LinkedIn, actif, sur LinkedIn énormément. Ouais. Et puis après, un peu partout. Sur le site de Exactement. PMO et autres. Merci beaucoup. À très Merci vite. à toi et merci à vous tous. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Eh bien, c'est donc tout ça. C'est fou de savoir le nombre de décisions prises par notre cerveau et de se dire que l'on peut agir sur une infime partie. J'ai adoré en apprendre plus sur son fonctionnement et j'espère que cet épisode a nourri votre cerveau. Je vous invite maintenant à partager cet épisode autour de vous. Le pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. Alors abonnez-vous, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, partagez-le en story sur Instagram ou en post sur LinkedIn. J'espère que votre cerveau actionnera cette décision. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Pompon et d'ici là, suivez toujours votre intuition et prenez soin de vous. À très vite.